Bonjour à toutes et à tous, et excusez ma voix affectée par une toux. Ça a été un grand plaisir de présider ce jury, un grand honneur aussi. Je voulais remercier Jean-Hervé Lorenzi de m'avoir confié cette mission, et également remercier les membres du jury. Aucun d'eux n'avait choisi les 3 lauréats spontanément, et ce sont les discussions entre les membres du jury, viriles mais correctes, qui ont fait converger les votes. Le sujet proposé aux étudiants était « On vous donne les clés du monde, que changez-vous » Personnellement, un tel sujet m'aurait paralysé, puisque si le monde a des clés qu'on nous donne, il faut déjà trouver les serrures. Ensuite, il y a le mot « changer ». Que veut dire changer? Vous savez que les Grecs, les philosophes grecs, avaient remarqué qu'il y a une contradiction entre l'idée d'identité et l'idée de changement. Si une chose reste identique à elle-même, c'est qu'elle n'a pas changé, et si elle a changé, c'est qu'elle cesse d'être identique à elle-même. Donc il y a une contradiction qui a clivé la philosophie entre Parménide et Héraclite, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Comment est-ce qu'on a résolu ce paradoxe? Par un stratagème linguistique, dans la langue française et dans beaucoup d'autres langues. Quand on dit qu'une chose a changé, ou qu'un être a changé, ce qu'on veut dire, c'est que le sujet du verbe changer, c'est précisément ce qui n'a pas changé quand on dit qu'il a changé. Autrement dit, quand je dis que X étant n'importe quoi, a changé, à la fin, c'est toujours X qui est là. Ce qui veut dire qu'un changement n'est pas un remplacement. Changer, c'est changer quelque chose de soi, sans se changer soi. Et donc, je voulais féliciter les étudiants qui ont su dépasser ce paradoxe. Autre louange que je voudrais leur adresser, on dit souvent que le futur aujourd'hui est victime d'une sorte de vacuité projective, de déshérence libidinale. On parle très peu du futur, on est pris dans une sorte de présentisme. Et c'est un constat qui est assez étonnant parce que le futur, c'est quand même l'endroit où nous allons désormais passer le plus clair du temps qui nous reste à vivre. Et donc, il est intéressant de s'y intéresser. Et les étudiants qui l'ont fait, en rendant des textes de nature très différente, des textes plutôt littéraires, des textes plutôt économiques, des textes plutôt scientifiques, ont relevé le défi et ils ont tenté de configurer le futur en tenant compte à la fois de leurs désirs, mais aussi de leurs connaissances. Avec l'idée que si on veut que le futur que nous construisons soit attractif, il faut qu'il le soit d'une façon crédible, c'est-à-dire ne cède pas trop aux tendances utopistes. Et donc, comment est-ce qu'il faut faire? Eh bien, en lisant leur copie, on se rend compte que c'est un exercice très difficile parce qu'ils ont compris que nous avons compris que par des boucles nouvelles et inattendues, nous allons de plus en plus dépendre de choses qui dépendent de nous. Comment savoir ce qui va se passer si ce qui va se passer dépend en partie de ce que nous allons faire? C'est un exercice très difficile et chacun à sa façon l'a affronté et je serais heureux de remettre les 3 premiers prix. Je ne sais pas si c'est à moi d'appeler les lauréats ou à Monsieur le Ministre. Peut-être juste, non, c'est à toi de les appeler, et Bruno les remet. Juste un mot, il y a eu une excellente contribution d'une partie d'entre vous. J'emploie bien le mot contribution parce que ce n'est pas un texte qui a l'accord de 100% des participants et donc il est sur le site. Il sera sur le site du Sales Economist où il est peut-être déjà pour simplement parce que c'est une contribution intéressante. Je commence par le 3e prix. J'appelle pour le 3e prix Marc Loza, qui est étudiant à l'École nationale supérieure d'architecture de Toulouse. Je voulais juste dire que face à la peur et la désorientation qui nous saisissent devant les mutations du monde à venir, il y a une petite phrase de Victor Hugo que je voudrais lire. Tenter, braver, persister, persévérer, être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin, étonner la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait, tantôt affronter la puissance injuste, tantôt insulter la victoire ivre,
tenir bon, tenir tête. Je pense que tout est là, à nous d'étonner la catastrophe. Le deuxième prix est pour Elias Orphelin, qui est élève en classe préparatoire au lycée Nelson Mandela de Nantes. Et le premier prix est attribué à Diakir Gaye, qui est élève à l'école polytechnique en bachelor. Bon alors, ça y est, le moment fatidique est très attendu. C'est à vous, Jean-Hervé Lorenzi. Bien, bah écoutez, d'abord je vais être assez bref parce que le temps s'est écoulé, mais je vais essayer d'être presque aussi concis que Bruno Le Maire. Vous voyez ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez vous préparer au goûter. Je voudrais juste dire qu'il y a 2 jours, quand on a ouvert ces rencontres, j'avais exprimé l'idée que nous étions dans une situation très particulière d'une histoire humaine, et j'étais plein d'espoir sur l'idée de la manière dont on allait travailler et dont on allait essayer de sortir des propositions dans les 2 jours qui suivaient. Et je dois avouer, en toute modestie, mais c'est une modestie collective, que toutes nos espérances de tous ont été dépassées pour des tas de raisons. Tout à l'heure, on va remercier, on va applaudir. Vous préparez bien vous les mains parce qu'on va devoir applaudir plein de gens qui ont travaillé, mais vous avez bien vu, l'organisation était splendide. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Regardez. Deuxième aspect, c'est que l'un de nos partenaires, je dirais JA, qui est le patron d'un grand groupe français que je vois de temps en temps, qui est un homme tout à fait sympathique, me dit « cette déclaration est assez scandaleuse parce qu'elle ne prend pas assez en compte les débats qui ont pu avoir lieu ». Et je lui réponds de manière très scolastique, je lui réponds « mais mon cher Jacques, ça n'est pas une déclaration de conclusion des rencontres, c'est une déclaration des membre du CES d'économistes, et donc elle peut être préparée tout au long des semaines qui précèdent. Eh bien, mon cher Jacques, je voudrais te dire que ce souhait que tu avais exprimé, c'est-à-dire qu'au fond, on arrive à faire coïncider à la fois nos réflexions, les réflexions des 43 sessions, et puis les réflexions des 30 membres du cercle, ça coïncidait. Peut-être pas tout à fait sur les propositions, mais sur le diagnostic, et sur la manière dont on peut essayer de traiter les sujets. Et je dois avouer que c'est une progression formidable. Dernière remarque préliminaire, c'est que je suis le représentant de ces 30 économistes. Je suis très honoré aujourd'hui, comme je ne l'ai jamais été, ça fait la 18e fois que je le fais. Et d'ailleurs, je compte le faire encore une vingtaine de fois, donc je m'y prépare. Mais je crois que nous n'avons jamais fait eu une réflexion sur l'état du monde. Alors c'est, au fond, la situation actuelle qui nous pousse à réfléchir avec une densité, une profondeur que de mon point de vue, nous n'avons jamais eue. Et j'utiliserai, contrairement à mon habitude, peut-être 2 ou 3 citations de cette déclaration. Je crois qu'elle est en train de vous être distribuée. On ne va pas la lire ligne à ligne. Il y a 5 mots qui m'importent et une phrase. Et vous verrez que ces 5 mots et cette phrase sont absolument déterminants, non pas parce que ces 30 économistes sont les 30 génies du XXIe siècle, mais tout simplement parce que avoir mis d'accord 30 économistes
sur une vision du monde et sur les choses qu'il faut faire aujourd'hui en matière internationale, c'était assez sportif. Alors, vous vous en souvenez, mon premier mot, c'est le mot inquiétude. Il est partagé par tout le monde. Il est, au fond, l'idée que bien au-delà de, comme je le disais en introduction, bien au-delà de M. Salvini, bien au-delà de M. Trump, bien au-delà de Mme May, bien au-delà donc de dirigeants qui évidemment jouent un rôle très important, la réalité c'est que nous sommes, c'est ce que nous pensons, sortis d'une période de l'histoire qui était née au moment de la chute du mur de Berlin. J'ai toujours peur de me tromper, je crois que c'était le 9 novembre 89, merci. Et cette période était une période où on a cru que le monde allait avoir une gouvernance mondiale, que le marché allait définitivement s'imposer, que tous les problèmes, et Dieu sait s'ils sont nombreux, les problèmes de migration, les problèmes de climat, les problèmes de commerce, les problèmes de culture, tout ceci allait être réglé par des compromis entre les pays qui se réunissaient à travers des institutions qui étaient jugées en réalité compétentes. La position que nous avons... Non, il reste le temps que je reste. La proposition que nous faisons, la remarque, mais qui est partagée dans les 43 sessions, c'est que nous sommes rentrés dans une période où ce modèle est terminé et nous devons réfléchir tous ensemble au fait que les institutions sur lesquelles nous nous appuyions jusqu'alors, tout ceci est très largement du passé. L'ennui, c'est que ce qu'on voit apparaître, c'est une sorte de conditionnum entre deux grandes puissances, la Chine et les États-Unis, que l'Europe, dans cette affaire, est en réalité l'ajustement, la variable d'ajustement, comme on dit, et que la plupart de nos propositions sont en réalité destinées à redonner une sorte de... Mais ça a été dit d'ailleurs assez largement par les intervenants précédents, mais nous devons, nous, Européens, reprendre la main, c'est-à-dire lancer des initiatives qui permettent, au fond, d'être présents dans la réorganisation du monde, la réorganisation de la gouvernance mondiale telle qu'elle aura lieu. Le deuxième mot, donc, c'est le mot initiative, initiative européenne. Notre idée, et c'est, je dirais, assez original, consiste à dire que nous devons, bien au-delà des G7, G20 et tout ce que vous entendez parler, ce dont vous entendez parler quotidiennement, nous devons lancer une initiative européenne qui regroupe en réalité tous les pays, et notamment ceux du G20 qui suivent cette vision, tous les pays qui souhaitent que les règles du multilatéralisme, puisque c'est de ça dont il s'agit, soient maintenues, le dialogue soit rétabli, et tout simplement peut-être avec deux qualités fondamentales. La première, c'est que c'est européen, donc c'est une formidable initiative. Entre nous, c'est une... Je lis d'autant plus, ce n'est pas du tout moi qui ai eu l'idée, c'est une formidable initiative parce que ça redonne à l'Europe, si on y arrivait, une sorte de rôle moteur, au fond, dans l'histoire du monde. Et puis, deuxième aspect, c'est que ça permettrait vraisemblablement de regrouper suffisamment de pays avec des alliances compliquées à monter pour pouvoir peser par rapport à ceux qui, aujourd'hui, considèrent que le multilatéralisme est un mot grossier, est un mot qu'il faut écarter du vocabulaire. Cette initiative, on leur a même donné un nom, c'est l'Alliance multilatérale, AM, retenez-le. On va essayer de tout pousser pour que cette idée soit reprise dans les radios les plus prestigieuses, partout, tout simplement parce que derrière ça, ce serait évidemment pas ça qui va être fait. Ce qui est important, c'est l'idée que l'Europe puisse reprendre, au fond, une initiative dans le domaine du multilatéralisme. Franchement, cette idée du sex economy, je vous propose qu'on applaudisse. Le deuxième ou le troisième mot, c'est le mot de reconstruction. C'est ce qu'il y a de plus audacieux dans notre proposition et je vais reprendre mot à mot les phrases que nous avons décidé de vous proposer, tout simplement parce qu'elles ont un caractère relativement disruptif, pour employer un terme habituel. La reconstruction, c'est la reconstruction de l'Europe. Et notre idée, celle des membres du Cercle économique, c'est de dire il faut reconstruire l'Europe autour de ses valeurs fondamentales,
et c'est là où ça devient très important, avec ceux qui les partagent, tout en conservant évidemment le socle dont on va dire un mot, le socle économique et financier qui est d'ailleurs très largement relié à la zone euro, ou plutôt à la zone euro. Nous sommes conscients que cela pourrait remettre en cause le fonctionnement des organisations existantes. C'est la raison pour laquelle il nous paraît essentiel de consolider les dispositifs existants. Vous voyez que derrière cette phrase, l'idée est simple, on le voit à travers l'affaire des migrants. Les pays européens ne sont pas d'accord, ne partagent pas les mêmes valeurs. Comment imaginer un projet politique, comme est le projet politique auquel nous tenons tous, le projet européen, sur un socle de valeurs qui n'est pas celui qui n'est pas partagé. Et donc l'idée que nous avons eue, c'est de se dire qu'au lieu d'inlassablement répéter, il faut reprendre l'Europe, redémarrer l'Europe à partir de l'existant, et évidemment avec tous les participants aujourd'hui, plus tous ceux qui vont arriver, nous disons, en réalité, il faut relancer cette Europe à travers ce que nous sommes, c'est-à-dire nos valeurs. L'Europe, c'est d'abord une histoire bimillénaire de ce à quoi nous croyons, avec des tas de guerres internes, etc., mais ce à quoi nous croyons. Et donc nous proposons, dans cette affaire j'allais dire, de construire une Europe qui est une Europe de la conviction des valeurs, et donc qui ne suppose pas obligatoirement que tous les pays aujourd'hui membres de l'organisation demeurent de cette initiative-là. Vous voyez, les mots-clés, vous pouvez applaudir, c'est vraiment bien. Évidemment que ça n'aura pas lieu, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de sortir un discours qui permet de rappeler qu'on ne fait de projet politique que lorsque l'on partage des valeurs. Ces valeurs sont celles qui nous amènent à mon troisième point, qui est celui du centre d'accueil, de considérer que, quelles que soient les difficultés pour les demandeurs d'asile, nous avons des propositions qui sont des propositions communes, ça fait partie de nos valeurs. Et si des pays considèrent que ça ne fait pas partie de leurs valeurs, il n'y a pas de raison que nous continuions définitivement à avoir un chemin commun. Pas de raison. Je vous renvoie évidemment au texte, je ne vais pas vous le lire, il est très très bien écrit. Et il est très précis sur ces sujets. On fait des tas de propositions, mais c'est le cœur, c'est le discours, c'est ce que nous voulons comme système de valeurs. Et comme il y a beaucoup de jeunes ici, c'est très important que vous reteniez que l'avenir que vous allez bâtir, c'est un avenir qui est fondé sur, au fond, une conception commune de la vie et de l'histoire de l'humanité. Évidemment, tout à l'heure, j'allais vous répondre, mais c'était monsieur qui avait fait cette question si brève. Et nous avons dans la proposition, si vous avez la gentillesse de lire le texte, nous considérons que, évidemment, l'Afrique est, dans notre simple intérêt, le continent du XXIe siècle. Ça prendra du temps, mais c'est le continent du XXIe siècle. 60% des terres arables non cultivées aujourd'hui sont en Afrique. Simplement, les places qui sont prises par la Chine, sont prises par l'Inde. L'Europe est en réalité extrêmement peu présente dans le développement africain. Et nous proposons un projet de développement sur les infrastructures, l'eau, l'électricité, la formation décennale, qui donnerait une toute autre ampleur à notre vision des rapports entre les continents. Et puis je suis obligé de reprendre une expression. J'ai été très admiratif de la manière dont notre formidable ministre de l'économie a réussi à voter en touche sur le projet sur la pauvreté. J'ai cru à un moment qu'il allait dire que c'était à cause des matchs de foot. Je rappelle juste que moi je suis très admiratif de choses qui sont faites aujourd'hui, à titre personnel. Donc je n'ai pas d'état d'âme sur la manière dont on traite les sujets. Dans le discours, on ne parle que de politique aujourd'hui dans cette déclaration. Il se trouve que la cohésion sociale, c'est un élément auquel nous sommes très attachés dans notre pays. C'est la seule partie qui est la partie française de notre proposition. Et la cohésion sociale, c'est en réalité une manière de faire comprendre aux uns et aux autres qu'il y a une chance que leur situation s'améliore.
Objectivement, ce n'est pas du tout la faute de ce gouvernement qui est en place depuis 1 an, bien entendu. Mais les mots comptent dans la perspective et je trouve qu'ils ne sont pas suffisamment... Nous trouvons qu'ils ne sont pas suffisamment présents. Et juste pour conclure, je dirais qu'après avoir entendu l'exceptionnel discours de notre ami Jean-Dominique Sénard, vous avez vu, vous étiez tous debout, et tout à l'heure vous ne serez pas debout, donc ça veut dire que c'est moins bon le discours, le mien. Je le regrette d'ailleurs, mais c'est comme ça. Je le regrette. Vous voyez bien que c'est toute une forme du capitalisme européen, donc le nôtre, qu'il faut repenser. Et je dois avouer qu'ayant quelques phases d'insomnie, il m'arrive la nuit de regarder des séries. Et j'ai trouvé dans une série que j'ai proposée à mes camarades qui l'ont acceptée, une idée qui est une idée excellente et qui terminera tout à fait de manière plus franco-française cet énoncé de proposition mondiale. Vous savez, on oblige toutes les collectivités locales à avoir j'allais dire, une partie de logement social, 10, 20, 30%. Évidemment, un grand nombre de collectivités locales ne les chiffrent pas, mais l'intention y est. J'ai pensé que, certes, M. Blanquer faisait un job formidable, doubler le nombre, plus exactement diviser le nombre d'élèves en CP, c'est formidable, mais ce n'est pas suffisant. Et j'ai trouvé dans une série une idée formidable qui consiste, je vous dirai après laquelle, l'idée simple que si on veut sortir d'une partie de notre jeunesse qui est dans des quartiers difficiles, il faut qu'il soit aussi mélangé, mixé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire travailler et faire progresser des jeunes, des enfants. On ne peut pas les amener au succès s'ils sont enfermés dans des dispositifs qui sont des dispositifs, j'allais dire, le mot est excessif, mais disons, non, le mot est excessif, de ghetto, mais on ne peut pas les enfermer. Et donc l'idée de la série que j'ai reprise et que j'ai proposée à mes camarades du cercle, ça consiste à dire qu'on va essayer de faire la même chose qu'on fait pour le logement. Ce serait formidable d'avoir 20% peut-être de gamins qui viennent de quartiers difficiles, qui vont faire dès le CP, dès la terminale, leur formation, leur apprentissage à la vie dans des quartiers qui sont moins défavorisés. C'est une idée superbe et la série, c'est le Baron Noir. Bon, non, je vais vous demander alors maintenant vous avez les papiers. Objectivement, c'est la déclaration peut-être la plus forte qu'on ait jamais faite. Je vais juste vous demander de rester et peut-être de commencer à agiter les mains parce qu'il va falloir remercier tous ceux qui ont fait ce que nous avons fait depuis 2 jours et ils sont assez exceptionnels. La voilà. Alors, vous êtes tous prêts? Bon. Que personne ne bouge. Fermez les portes. Fermez les portes. Alors, je vous dis juste, ce formidable projet, d'abord, n'existerait pas dans sa réalité s'il n'y avait pas 2 femmes qui ont poussé, développé cette affaire, c'est-à-dire, en l'occurrence, Marie Castin, qui n'est pas là, et Clara Pisani-Ferry, qui, elle, est là. Gardez-en pour le reste. Évidemment, je tiens à remercier ceux, vous voyez bien qu'il faut un peu de moyens, et donc je tiens à remercier tout particulièrement les 94 partenaires qui sont tous d'abord, par principe formidable, et qui, j'espère, ont compris que l'année prochaine, il faut qu'ils reviennent. L'Université Aix-Marseille, vous vous souvenez que l'année dernière, pendant 17 ans, on allait à Sciences Po, c'est vachement sympa parce qu'il y a des bistrots à côté, et comme vous savez, les patrons du CAC 40 adorent les bistrots, mais on a réuni tout ça dans ce superbe campus, et objectivement, c'était une formidable idée. Alors l'année prochaine, enfin pas l'année prochaine, mais dans 5 ans, les travaux seront finis, donc normalement, vous aurez un accès rapide. Donc bravo l'Université. Bon, mes 30 camarades du cercle, ils sont d'abord géniaux, et en plus, ils sont vachement sympas parce qu'ils me supportent, donc ça fait 2 raisons de les applaudir
au moins 2 fois. Les 100 étudiants, ils ne sont pas tous là, mais vous les voyez, non, d'un seul côté, les 100 étudiants qui nous ont aidés, qui viennent beaucoup de Sciences Po, bravo. Et puis, vous savez, l'idée qu'on a tous les membres du cercle, tout le monde, c'est qu'on a créé quelque chose qui est assez étonnant. C'est bon pour notre pays, c'est bon, c'est vachement sympa aussi pour la ville d'Aix. Enfin, c'est sympa, quoi. C'est vachement bien. Il faut que ça se pérennise. Moi-même, je plaisantais tout à l'heure sur les 20 ans, donc, encore que. Non, je plaisantais. Et donc, il y a toute une équipe qui travaille, il y a une quinzaine de personnes sous l'autorité, j'arrive, parce que j'ai toute la liste des gens qu'on va remercier, donc il faut que vous... Il y a une quinzaine de personnes qui préparent le programme, qui préparent l'organisation, tout ça c'est fait de manière, vraiment de manière exceptionnelle. Et après avoir déjà remercié Clara et Marie, je voudrais, oui, ils sont là, ils commencent à être là, je voudrais dire qu'il y a d'abord ceux qui sont en charge des partenaires, c'est ceux qui vont dire aux partenaires, vous avez vu cette année, c'était bien, mais l'année prochaine, encore mieux. Alors, les personnes, c'est Philippine Guérard et Hélène Vérisier, pardon. Je répète parce que je n'avais pas mes lunettes. Non, parce que je veux faire jeune. Donc, Philippine Guérard et Hélène Vérisier. Bon, enfin, c'est Philippine et Hélène, quoi. Voilà, c'est Philippine. Alors, qui ont ces 94 partenaires. Si on arrivait au 100, ce serait bien, Philippine et Hélène. C'est rond, ça marche bien, c'est bien. Il y a eu le programme. Alors, le programme, il a été très, très discuté avec beaucoup de gens, évidemment, les membres du cercle, évidemment. C'est quand même le cercle des économistes qui agit. Mais il a fallu aller chercher des gens totalement exceptionnels, totalement inconnus. Par exemple, Bruno Le Maire, il a fallu aller le chercher. Pas si facile que ça. Vous voyez, ils ont trouvé des gens incroyables. Il y avait 270 intervenants. Et l'équipe est menée par Thibaut Moméja, mais il y a derrière Zoé Martini, Baptiste Orlandini, Mélanie Caberuca, Thomas Pereira da Silva et Léa Conini. Bravo! La communication et la presse, évidemment, vous avez vu qu'on en parlait pas mal, hein? Pas assez, mais voilà. On parle. Oui, on fait. Bon. Vous êtes en train de battre le record du ministre de l'économie, là. Hein? Oui. Ah oui, mais non, mais les remerciements, ça fait partie de la tradition. Agnès Paccard et Marion Joubert, avec l'aide de Férouge, Julie et Édouard. Voilà. L'équipe d'organisation logistique et les prestataires, c'est tout ce qui permet que vous soyez là bien au chaud. Non, pas bien au chaud, parce que c'est climatisé. Laure Coum, Alexandra Le Tourneur d'Ison, avec l'aide de Katia, Catherine, Julie, Florian, Yanis et Iris. Voilà, on se rapproche. L'administrative Guillemette Deluz et Frédéric Martineau. La parole aux étudiants, Béatrice Fage, avec l'aide de Chloé, et avec vous, tous mes amis. On a une déléguée régionale qui est en charge du festival avec l'aide de Jade, mais elle s'appelle Nicole Bordet, et tout le monde l'aime. Et puis, la déclaration finale, c'est long, ça dure un mois. Il y a toujours 2 jeunes martyrs, ils ont été formidables. Constantin Thierry et Sarah Mood, l'un et l'autre, bravo. Et puis,
plein de prestataires et des prestataires qui marchent, qui font tout, ça marche là, le truc, il y a le gros machin là, qui se balade sans arrêt. Enfin, tout ça, ça marche bien. Et je voudrais remercier Léa Salamé, pour deux raisons. La première, c'est qu'elle nous enchante tous les matins. La seconde, c'est qu'elle s'est engagée à parler de nous tous les jours. Et la troisième, c'est qu'elle est vachement sympa d'être venue clore avec nous cette session. Je vous remercie, à l'année prochaine. Merci à tous.